Ce que vous voyez à l'écran est bien un crâne humain. Et l'homme que vous voyez tenir ce crâne ne l'a pas tué. Non, il ne l'a pas tué d'après lui, mais il est certainement pas quelqu'un de très fiable. Car cet homme, si ce n'est pas un tueur, est un fossoyeur. C'est-à-dire qu'il a déterré lui-même ses ossements et les manipule durant un enregistrement d'à peu près 1 heure que vous êtes en train de visionner. Et ce serait la seconde fois qu'il ferait ça. En plus d'être excité par le fait de peut-être découvrir des corps en décomposition, renforçant l'idée que ces cadavres ont bien été vivants un jour, il explique de manière erratique comment extraire les corps de la tombe, comment reconstituer un crâne, comment éviter les témoins et les assommer si besoin. Il expliquera même comment les mettre en valeur pour pouvoir les vendre ensuite sur internet. This one has almost no brains, let me see. Right, there's a piece of the brains. Let's see. Right, there's another piece of the brains. If I had something wet here, I would wet them up and let you see how the brains look. Cet enregistrement VHS serait un found footage datant de 1990 d'un jeune homme dont on ne connaît pas le vrai nom expliquant son passe-temps de fossoyeur de tombes. La vidéo compilant une partie de l'enregistrement a été postée par Simon Predge il y a 10 ans sur YouTube et malgré l'immense audience, personne ne saurait résoudre cette affaire macabre. Il faut savoir que malheureusement le pillage de tombes est quelque chose d'occasionnel, peu importe les époques, beaucoup sont aptes à acheter des vrais ossements pour les exposer chez eux, comme par exemple des sataniques ou des personnes avec des goûts exotiques. Et par exemple aux États-Unis, il y a eu le fameux Jérémy Paulet qui faisait partie d'un réseau de trafic de restes humains provenant d'une institution médicale d'Harvard et l'affaire avait beaucoup fait parler la presse. Skin, organs, stillborn fetal corpses, and the prosecutor today even saying whole and partial heads and faces. À l'autre bout du monde maintenant, il faut savoir qu'en Inde c'est quelque chose de tellement courant que c'est probablement le premier exportateur de crânes humains du monde, étant donné qu'il y a clairement plus assez de place pour enterrer tous les morts, tellement que beaucoup installent des grilles au-dessus des tombes de leurs proches pour éviter que d'autres viennent enterrer leurs morts à la place, pillent la tombe, voire fassent des choses bien pires. Le fait est que le pillage de tombes a toujours existé, que cet enregistrement VHS en est une preuve hallucinante. Et le jeune homme latino-américain que vous voyez à l'écran ne semble pas avoir été officiellement identifié par la police, le FBI et même par internet alors que la vidéo est super vieille. Et pourtant, à la fin de la vidéo, il donne des noms carrément pour signer cette dernière, Anthony et Gino. Okay, this was made by Anthony. Well, as a matter of fact, let's forget the last name. It's Anthony and Gino, okay? This was made by us too. We worked hard. Also, Bucci and Daco also helped at the very beginning. Suite à cet extrait, beaucoup ont suivi la piste de Anthony Casamasima à cause de son bégaiement d'hésitation après avoir dit Anthony, qui laissait peut-être sous-entendre un nom de famille quelconque. Anthony. Et malheureusement, la piste a été débunk étant donné qu'Anthony Casamasima n'était pas un fossoyeur mais un voleur de tombes qui aurait agi en 1982 grâce à son travail de gardien de cimetière. En gros, il aurait volé des ornements pour les revendre et se serait fait arrêter en 1999. Une autre piste serait le site IMDb, généralement catégorisant les films et longs métrages pour les noter, puisque l'enregistrement VHS est présent dans les notations sous le nom de voleur de tombes pour les nuls traduit en français, dont l'auteur serait un dénommé Christopher Bouchier qui nierait toute implication jusqu'à crier au harcèlement. Il y a aussi d'autres cas de pillage de tombes que les internautes ont essayé de lier avec l'identité du jeune sur la VHS, comme celui de Mathias Frias ou de Craig Bradley, mais franchement ils se ressemblent vraiment pas. Par contre, il y a certains réditeurs qui ont émis l'hypothèse que ce serait un enregistrement mis en scène exprès pour faire du glauque. L'argument principal serait que l'enregistrement ferait partie d'une infâme collection de VHS regroupée sous le nom de Sécurista Place en enfer, avec notamment une VHS d'un gars qui explose réellement des oiseaux au fusil, une autre où 2 jeunes explorent une salle mortuaire jonchée de corps mutilés, de cadavres et d'autres trucs sympas, ainsi qu'une autre vidéo où un homme nommé Huck Bodko réalise de la cuisine pour sa famille qu'il déteste, donc les ingrédients varient entre des graviers, du sperme et même du sang de personnes possédant de l'hépatite B. C'est
à vomir. Surtout que l'on voit vraiment sa sœur manger le gâteau en question. Alors certes, c'est à vomir, mais apparemment cette dernière VHS serait heureusement fake avec une mise en scène derrière, et c'est justement pour ça que la VHS Grave Robbing for Morons serait elle aussi fake, pour faire du sensationnalisme. Seulement, le problème c'est que quand Anthony nous présente le crâne, on voit clairement les stries sur la caboche, les imperfections qu'il explique très bien, la fragilité de la mâchoire, les détails et conseils pour réaliser un bon pillage, même son comportement un peu dérangé et ses bégaiements rendent la chose bien trop réelle pour que ce soit faux en fait. Okay, and they have to make sure. So I'll show you later. I'm in the real bring on the side, so that way you know I'm gonna open it up. All right, and shut for show. Right. See this part. This part. Daco, I'm also helped it at the very beginning. Au final, tout ce qu'on sait, c'est que les auteurs de cet enregistrement voulaient restaurer ces crânes avec un peu de javel et des attaches pour les vendre à un magasin de magie ou de culte. So what you do, so you go to like a magic shop where they like skulls and everything for rituals. Et que leur prochaine cible était la tombe d'Houdini. Et visiblement, ils ont été contraints d'abandonner étant donné que la tombe est très bien protégée maintenant. And our next big hit is Houdini. If you're watching this video, then you'll know who it was. Quoi qu'il en soit, c'est ce genre de contenu que j'attire sur YouTube et qui me transpose dans un profond malaise. Sa gestuelle et sa façon hésitante de parler alors qu'il détient un crâne déterré dans ses mains aura réussi à suffisamment me déstabiliser pour que j'en parle dans cette vidéo. C'est ce genre de vidéo qui me donne des frissons et c'est ce genre de vidéo que j'ai envie de traiter dans ce format. Le genre de vidéo sur lesquelles on ne peut pas tomber naturellement, ce genre de vidéo qui nous glace le sang d'une manière ou d'une autre, ce genre de vidéo si mystérieuse que difficile à appréhender, ce genre de vidéo que l'on ne peut pas oublier. C'est ce contenu que j'adore parcourir et découvrir avec ce sentiment de déterrer des anomalies cachées du reste du monde. Ces vidéos, ces enregistrements, preuves en images des recoins les plus sombres de YouTube, je les partage avec vous et si vous vous en sentez capable, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 vidéos parmi les plus terrifiantes de YouTube. Je suis assez content d'avoir pu retrouver cette vidéo parce qu'elle me revient quelquefois en mémoire depuis que j'ai dû la voir en 2012-2013, un truc du genre. Elle a été postée il y a 13 ans par l'utilisateur Chebong182 et il y a très peu de chances que vous connaissiez cette dernière. L'horreur que l'on est en train de visionner semble être un corps bestial, longiligne et difforme avec des membres atrophiés. Et le pire, c'est probablement ce visage qui regarde affreusement la caméra. Ce n'est pas un masque, mais bien un visage humanoïde qui semble bouger. Puisqu'effectivement, on voit plusieurs fois la bouche s'entrouvrir et les yeux aller de droite à gauche, un peu les mêmes mouvements d'un nouveau-né ou d'une personne infirme qui n'est pas capable de vivre tout seul, quoi. Ce qui rend la chose très perturbante, c'est sans doute que l'on sait que c'est un être vivant, difforme mais vivant, mais que l'on n'arrive pas à discerner si c'est un animal ou un humain à cause de ce visage et de la qualité absolument dégueulasse de la vidéo. Et par-dessus les images, on entend plusieurs personnes discuter en indonésien tout en regardant ou en se moquant de cette chose derrière une grille qui semble les séparer. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la grille rajoutait comme un malaise, quelque chose de malsain à la vidéo, comme si c'était une bête de foire derrière cette dernière. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment marqué, surtout que, aussi horrifiant que ce soit, j'ai toujours eu l'impression que c'était une fausse créature, un cryptide monté de toutes pièces comme il y en avait des tas à l'époque sur YouTube, et plus encore, ça me faisait vaguement penser à la sculpture hyper réaliste d'un ange tombé du ciel réalisé en 2008 par l'artiste chinois Duo. L'ange était représenté par une vieille femme sur laquelle étaient fixées 2 ailes dépourvues de plumes comme pour symboliser la mort de l'ange. Et la créature de la vidéo Kuyang Dayak me laissait présumer à ce genre de sculpture réaliste et au fond de moi, j'ai toujours cru que c'était ça qui avait été fait. Mais cette dernière, en fait, en la regardant, peut se mouvoir. Elle peut bouger. Le problème, c'est qu'il y a presque rien sur cette vidéo, aucune explication, ni même quelqu'un qui en parle sérieusement. Alors j'ai décidé d'entreprendre moi-même mes propres recherches, et je suis tombé inévitablement sur des créatures du folklore, comme par exemple
La manticore. Une bête au corps de lion possédant un visage d'homme et une queue de scorpion. La description colle plutôt assez bien avec la créature de la vidéo, mais ça ne ressemble pas à quelque chose du folklore indonésien. Du coup, aussi simple que je sois, j'ai simplement écrit le mot Kuyang sur Google en tombant sur la page Wikipédia d'une créature mythique asiatique nommée Krasue, dont le nom varie selon les pays d'Asie de l'Est. En Indonésie, elle s'appelle bien Kuyang, c'est le fantôme d'une femme dont le visage flotterait attaché à ses organes par l'intermédiaire d'un long cou. Si le nom correspond et que la tête pourrait en effet être similaire à ce genre d'entité, le corps lui ne semble pas être fait à base d'organes à l'air libre, mais plutôt d'un corps poilu comme celui d'un canidé, comme la manticore. En approfondissant les recherches, je suis tombé sur les 10 heures de bonne fortune pakistanais, plus précisément dans le zoo de Karachi. Ce sont hypothétiquement des créatures mi-renards, mi-humains qui serviraient à divertir le public en racontant de belles choses. En vérité, c'est juste le corps d'un canidé dont la tête a été recouverte par un voile en laissant une ouverture suffisante pour laisser le visage de notre 10 heures de bonne fortune. Ce genre de mise en scène est très probablement ce qui a été fait par ces jeunes indonésiens afin de créer la vidéo la plus curse de YouTube à l'époque. Mais bon, même avec ça, on a quand même des différences étant donné le corps qui semble être quelque chose d'atrophié, bizarre, un peu comme si c'était une poupée qu'on bougeait artificiellement, ainsi que le visage des 10 heures de bonne fortune qui sont généralement des êtres plutôt joyeux et amusants pour amuser la galerie, alors que là on a une créature assez nonchalante comme si elle ne comprenait pas son isolement. Et franchement, il y a juste à regarder, c'est suffisant pour nous mettre mal à l'aise. Et moi je m'en suis rappelé jusqu'à aujourd'hui en fait. J'aimerais finalement ajouter qu'à la fin de la vidéo, on aperçoit quelques secondes d'un clip du grillage séparant la créature des Indonésiens sur un fond bleu. C'est-à-dire que le grillage et les mains du type ne sont pas réellement sur la vidéo et ont été ajoutés au montage pour bien accentuer le fait que c'est une bête de foire et qu'il est nécessaire de l'isoler. D'ailleurs, au début de cette dernière, on peut voir des gros rectangles de pixels sombres qui encadrent le corps de la créature Kuyang, comme si l'ajout du fond bleu avait altéré la vidéo. Néanmoins, ça veut aussi dire que la vidéo de cette créature a été prise ailleurs et que cela favorise aussi l'explication de la mise en scène pour le 10 heures de bonne fortune. En tout cas, une chose est sûre, cette vidéo est fake, mais c'est un fake mémorable. Alors celle-ci est probablement une des vidéos les plus terrifiantes que j'ai pu voir sur YouTube, c'est un peu celle-ci qui m'a motivé à réaliser ce format aujourd'hui et je vous conseille vivement d'aller la voir étant donné que je vais raisonnablement spoiler et commenter ce qui se passe à l'intérieur. Elle a été postée il y a 8 ans par l'utilisateur japonais Nana825763 et cumule 4 millions de vues, c'est colossal. Pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la vidéo prend place au moment du typhon qui balayait le Japon en octobre 2016 et les vents étaient tellement violents que ça a réveillé Nana pendant la nuit. Et du coup, pour s'occuper, elle va se lever, nous faire le tour de sa maison comme le nom de la vidéo l'indique. Cette vidéo commence donc dans sa chambre, simplement, et la première chose que l'on entend, ce sont les gouttes d'eau qui tombent depuis le toit, et la première chose que l'on voit, ce sont les moisissures sur les cloisons de sa minuscule chambre. Et si vous avez l'impression que la pièce est désordonnée, c'est lorsque l'on sort de cette dernière pour nous présenter sa maison que l'on aperçoit l'état déplorable de l'entièreté de la maison en fait. Mais une fois le tour commencé, on se rend compte qu'il y a de la crasse sur les tableaux, que les cloisons sont toutes moisies, que le cadre de vie est littéralement insalubre pour une personne normale. Mais Nana nous explique qu'elle vit dans cette maison et qu'elle continue d'y vivre parce qu'il y a sa grand-mère et son grand-père qui vivent et que c'est une maison de famille, comme en témoignent les tableaux qu'elle nous présente. Et d'ailleurs, elle dira plusieurs fois que sa mamie n'est pas présente dans la pièce où elle se trouve, mais qu'elle est présente ici, et que son grand-père l'est aussi, et qu'il écoute des sutras dans la pièce d'à côté, et que ce dernier est responsable pour avoir clôturé certaines pièces de la maison.
Et malgré ces conditions déplorables, Nana nous fait la visite de sa maison et au fur et à mesure qu'elle avance, on se rend compte qu'elle répète les mêmes choses en boucle. Le couloir est le plus long de ma maison, cette pièce a été condamnée par mon grand-père, l'eau coule du plafond, et au début je pensais que sa maison était littéralement immense. Mais en fait, elle a l'air aussi de tourner en rond dans sa propre maison. De tourner en rond dans sa maison, mais qu'à chaque boucle, tout devient de plus en plus délabré, de plus en plus pourri, de plus en plus moisi, et même le pot que l'on a vu au début a été renversé. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'à chaque boucle, les pièces naturellement condamnées semblent avoir été ouvertes. Après une seconde boucle, une autre pièce de la maison serait ouverte et d'après Nana, ce serait la chambre des poupées d'une personne s'appelant Ina. Et le truc, c'est qu'il est retourné dans cette même salle, dans la boucle suivante. Mais cette fois-ci, tout a changé. La totalité des poupées est recouverte par un espèce de film rougeâtre, un peu comme si c'était de la moisissure, ou comme elle le dit si bien, comme si c'était pourri par quelque chose d'organique, ou quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir en fait. En tout cas, c'est extrêmement étrange quand on fait le parallèle entre la pièce avant et la pièce après. Il y a définitivement quelque chose qui va pas bien avec cette maison. Malgré tout, ce changement brusque n'a pas l'air de trop déranger Nana et elle décide du coup de continuer sa visite de la maison en nous faisant visiter les différentes pièces qui restent et notamment la chambre de sa grand-mère. Voici sa grand-mère. C'est le corps de sa grand-mère qui a sous cette couche de viscosité rougeâtre, un peu comme dans la salle des poupées de Ina. Et visiblement, ça n'a pas l'air de choquer Nana plus que ça, puisqu'elle repart nous faire la visite de ce qu'il reste de sa maison. Et alors que le son des soutras s'intensifie, elle s'arrête encore une fois à la salle de bain qu'elle nous montre depuis le début, sauf que cette fois, tout semble détruit, sale et démesurément organique. Voici son papy. À présent, nous avons fait le tour de sa maison et nous avons pu voir le grand-père et la grand-mère de Nana, mais cette dernière ne semble pas vouloir arrêter la visite puisqu'elle plonge de plus en plus en enfer.
frénésie se termine par Nana nous souhaitant de beaux rêves alors qu'elle s'apprêtait à dormir sur son tatami cramoisi, en plein milieu des enfers. Ce qui est exceptionnel avec cette vidéo, c'est l'ambiance pesante qui règne depuis le début de ces dernières. Un typhon a eu lieu au Japon et sa maison se pourrit à vue d'œil. Il manque plus que les sirènes d'alerte pour avoir un condensé anxiogène imbattable. Cela dit, les bruits incessants de pluie et de soutras sont plus que suffisants. De même que la démarche lourde de la personne qui filme comme si elle traînait un de ses pieds, comme si elle était blessée au milieu de sa baraque délabrée. En gros, on est tout de suite dans une ambiance anxiogène aussi bien par les images que le son. Et le tour de force, c'est que les répétitions des phrases et la visite de la maison qui se répète elle-même durant 12 minutes transforment cette ambiance pesante en frénésie. On se rend bien compte que quelque chose ne va pas et que la personne résidant ici est complètement cinglée, comme si la maison se répétait sur elle-même dans une boucle temporelle qui la rapprocherait des enfers. Ça me rappelle très fortement le trailer interactif Pity du projet Silent Hill annulé à cause du différend entre Konami et Hideo Kojima, le jeu où on traverse en boucle le même couloir alors que tout devient de plus en plus fiévreux et crade. Soit dit en passant, un des jeux les plus terrifiants qui existent alors que ce n'est qu'une démo d'un jeu mort dans l'œuf, surtout ce moment précis dont je me souviendrai toute ma vie. Une scène pour laquelle on peut faire un parallèle avec ce qu'a fait Nana quand elle allait dans la salle de bain pour la toute dernière fois, quand elle a vu son papy. En tout cas, pour un court métrage, sachez que c'est la première fois que j'ai eu à sursauter sans qu'un jumpscare me saute à la gueule. L'image de la mamie gisante sur le matelas est complètement atroce et inattendue, surtout avec ces choses rouges qui la recouvrent. Et pile quand tu pensais en avoir fini, on se tape une scène d'autant plus atroce avec le grand-père baignant dans un liquide rouge cramoisi recouvrant la salle de bain, les bras en l'air comme pour embrasser ses soutras. Et en fait, grâce à cette couche rougeâtre qui recouvre les corps, on ne comprend pas tout de suite ce que c'est jusqu'à la réalisation. Mais le truc c'est que même si ça a la forme d'un corps, on sait pas ce qui lui est arrivé. On est dans l'inconnu bizarre au lieu d'être dans un sentiment de dégoût à la vue d'un cadavre explicite. Et ça, tout est parfaitement mis en place pour transformer en fait cette scène en une folie, pour créer ce qui ressemble à un rêve fiévreux qui se termine par la phrase « Faites de beaux rêves ». Tout est bien pensé du début à la fin. En réalité, cette chaîne YouTube, Nana825763, est spécialisée dans le contenu horrifique ou dérangeant depuis la création de sa chaîne, et notamment connue pour ses vidéos Username 666, ou Poco Poco Pitan, qui sont des classiques de l'horreur sur YouTube depuis la création de la plateforme. La vidéo que je viens de vous présenter n'est ni plus ni moins qu'un autre classique créé par une maîtresse de l'horreur, et il y a d'ailleurs un making-of impressionnant de la mise en scène de cette vidéo. Les corps sont des mannequins plastifiés sur lesquels Nana a collé une quantité astronomique de mouchoirs avec un vaporisateur de liquide rouge pour donner cette impression, cet effet organique cramoisi, et la même chose sera faite avec les murs de sa maison plus tard dans la vidéo du making-of. Et d'ailleurs, on se rend compte que sa maison est exceptionnellement grande et qu'elle a set up plusieurs pièces que l'on voit dans la vidéo dans la même pièce en réalité. L'illusion est absolument parfaite avec l'obscurité. Les portraits ont été modifiés, les cloisons ont été arrachées une par une, d'autres décolorées avec de l'eau de javel, et la poussière et l'effet d'humidité a été ajouté manuellement. Bref, le travail est absolument colossal lorsque l'on voit les photos du mois de mai avant qu'elle ne mette tout en place pour cette vidéo, ainsi que celle d'octobre où on voit tout le travail fourni. Elle a carrément détruit sa maison pour ça, j'ai l'impression. En tout cas, la vidéo du making of est super marrante à regarder, je trouve, c'est vraiment fascinant les efforts accomplis, et je vous la mets en description si vous voulez aller checker. Et juste avant de terminer la partie du making of, j'ai envie de vous passer cet extrait parce qu'il me fout droit de rire. Je sais pas, c'est vraiment le truc le plus creepy de la vidéo et c'est fait sur un fond de musique aiguë chanté par une loli dans un animé moé. Bon bref, c'est vraiment le coup dans le bébé, c'était pour m'achever je pense. Maintenant, ce qui me choque, c'est qu'elle a posté une vidéo de cette même maison sans intention horrifique le 12 octobre 2019, soit il y a 5 ans. La vidéo prend place encore une fois pendant un typhon qui frappe le Japon, mais cette fois-ci on voit clairement qu'il y a de gros dégâts des eaux dans la maison et que ce qu'elle avait mis en place auparavant pour la vidéo est resté tel quel. Les mouchoirs, les cloisons arrachées, le désordre. Comment vous dire que ça m'a un peu fendu le cœur de voir qu'elle vivait dans cette maison absolument détruite alors qu'à certains endroits on peut voir quelques espaces de vie qui semblent intacts.
mais que le reste est littéralement délabré de manière non fictionnelle. Le 9 août 2021, elle postera une autre vidéo de sa maison pour montrer à nouveau que tout ce qui avait été fait est encore à moitié en place et qu'il y a eu de gros dégâts réels à la maison. De multiples trous dans le toit, les cloisons délabrées, le sol abîmé et certaines pièces inutilisables comme la salle de bain. Plus tard, elle postera une ultime vidéo le 20 août 2021 nous montrant ainsi encore une fois sa maison, mais dont les murs, le toit et le sol semblent absolument démolis. En vrai, je sais pas trop quoi penser de tout ça, j'ai bien peur qu'elle ne vive dans les décombres de la maison qui lui a servi de terrain de jeu pour sa chaîne YouTube, pour la création d'une vidéo de génie aux efforts colossaux afin de compter parmi les vidéos les plus terrifiantes de YouTube. Cette personne possède aussi un compte Twitter et une chaîne Twitch au nom de Piropito, mais ne semble pas spécialement affectée par ses conditions de vie, donc j'en déduis qu'elle vit peut-être ailleurs ou à côté. En tout cas, j'ai vu une photo récente d'elle qui faisait du jardinage sans préoccupation, dans la joie et la bonne humeur, donc c'est tout ce que je lui souhaite. Et j'espère qu'un jour, on aura à nouveau une création de sa part qui résonnera comme un classique à travers Internet. Il y a un type de vidéo que j'ai toujours détesté qui pourtant n'arrête pas d'apparaître en suggestion YouTube à cause des trucs edgy que je regarde, et je parle des vidéos explicitant des effets et des symptômes de maladie, que ce soit mentale ou physique. Et je vous arrête tout de suite, si vous êtes sensible, vous n'avez rien à prouver à personne, je vous conseille d'aller au prochain timecode. Par exemple, j'ai souvent eu en recommandation la vidéo de John Andrew Fleming qui était quelqu'un d'accro à la méthamphétamine, une drogue très addictive et qui sur le long terme cause des hallucinations et délires, paranoïa, troubles de la circulation sanguine et du sommeil. La vidéo est assez déchirante puisque l'on voit John Andrew qui a l'air d'être un monsieur tout le monde, calme et bien heureux, de nous montrer sa technique miracle pour paraître plus jeune en étirant sa peau. Le fait est que ça fonctionne pas, hein. Il est juste en plein délire au moment où il tourne la vidéo à cause de la méthamphétamine. Et je vous montrerai pas l'effet visuel de ces symptômes, mais certaines veines semblaient déjà avoir éclaté sur son visage, et cette vidéo serait une des dernières qu'il aurait postées. Il mourra paisiblement dans son sommeil à 43 ans après avoir, semble-t-il, eu plusieurs lésions cutanées dont une très proche du cœur. Alors en soi, oui, c'est très perturbant de voir quelqu'un nager en plein délire à cause d'une drogue, qui est en train de détruire sa vie à petit feu, surtout qu'il n'a pas l'air méchant, juste négligé, abandonné et laissé pour compte. Mais pour le coup, on n'avait pas la certitude que sa vie allait se terminer prématurément sans que l'on ne puisse rien y faire, contrairement à certaines maladies où là c'est inéluctable. Comme par exemple, la rage. La rage est une encéphalite virale grave, une inflammation du cerveau et du tronc cérébral causée par un virus ne touchant que les mammifères, et le virus se transmet essentiellement par morsure et griffure du mammifère contaminé, homme ou animal. Et le truc, c'est que c'est quasi systématiquement mortel après l'apparition des premiers symptômes. C'est une des maladies les plus mortelles existantes par rapport au nombre de contaminés. Selon l'OMS, il y aurait chaque année 59 000 décès humains dans le monde, notamment dans les zones rurales d'Afrique et d'Asie, dont la moitié ne sont que des enfants. Sur YouTube, il y a plusieurs vidéos documentaires ayant pour titre Rabies Effect on Human, qui veut dire l'effet de la rage sur les humains. On voit généralement la personne agoniser, hyper salivée, convulsée sous l'effet de la maladie, en sachant pertinemment que cet homme est mort dans les jours qui suivent. Par exemple, l'extrait que vous êtes en train de voir est issu d'un documentaire sur un cas américain datant de 1955. Mais c'est pas ça la chose la plus terrifiante avec la rage, puisqu'il y a un symptôme incompréhensible qui accompagne cette lente agonie, et je parle évidemment de l'hydrophobie. C'est-à-dire que le patient n'est plus capable de boire, voire de manger une fois que la maladie a pris possession de son corps, et le patient devient même terrorisé à l'idée de boire ou de voir de l'eau simplement. Dit comme ça peut paraître délirant, mais c'est ce genre de vidéos qui sont souvent recommandées où l'on voit un porteur de la rage terrifié à l'idée de boire un simple verre d'eau. Et ces vidéos ont des millions et des millions de vues. Ce sont de vraies personnes souffrantes qui attendent la mort et il y a des millions et des millions de vues. Alors effectivement, la recherche sur ce symptôme étrange a débuté avec Louis Pasteur lorsqu'il a trouvé un vaccin en 1855, mais reste toujours une énigme étant donné que les recherches et expérimentations sur cette hydrophobie subsistent encore. La théorie la plus probable est qu'à chaque fois que le patient essaie de déglutir ou avaler quelque chose, sa gorge serait en proie à de terribles spasmes extrêmement douloureux, un peu comme des crampes. Et avec l'état agité du patient qui accompagne l'avancée des symptômes, il ne serait pas étonnant que le porteur de la rage associe simplement cette douleur avec le fait de boire et manger, voire carrément avec l'aliment concerné. Un peu comme l'effet Pavlov qui conditionne le cerveau avec une douleur lors d'une action précise à ne pas reproduire chez les animaux notamment, quelque chose qui peut être reproduit avec l'homme. Outre ceci, et toujours à cause de la rage, j'ai aussi pu voir des cas d'aérophobie qui cette fois-ci est la peur des courants d'air, mais j'ai pas pu trouver trop de documentation là-dessus, alors j'imagine que c'est globalement la même chose, tout le corps entier du patient est en alerte et en proie à des convulsions, donc un simple courant d'air pourrait suffire à le faire paniquer.
Voilà, donc en France, il n'y a que très peu de cas, et si jamais vous vous faites mordre par un mammifère que vous ne connaissez pas, allez immédiatement vous faire vacciner contre la rage en pharmacie, parce qu'avec la rage, il faut agir avant l'apparition des symptômes, sinon, c'est déjà trop tard. La dernière vidéo que je vais vous partager est un peu différente parce que j'ai trouvé la source extrêmement rapidement. Cette dernière est souvent utilisée dans les compilations de vidéos cursed ou de vidéos dites issues du Deep Web, et c'est en regardant une de ces compilations que j'ai pu tomber dessus à plusieurs reprises. Et c'est aussi en voyant l'incompréhension de tous les spectateurs bluffés que j'ai commencé à me dire que cette vidéo était peut-être importante. Et quand je dis importante, c'est dans le sens intéressante, notamment à cause des vieilles images assez choquantes qui y sont montrées et que visiblement personne ne saurait retracer. Grosso modo, on y voit un groupe de 3 hommes plutôt bien habillés qui finissent par en égorger un autre, et toute l'ambiance et le setup qu'il y a derrière laissent supposer à un sacrifice rituel satanique. Cependant, l'homme qui est passé à l'acte semble extrêmement choqué de ce qu'il vient de faire et vomira même un peu plus loin dans la suite de la vidéo. Cet acte semble en fait être un sacrifice humain réalisé par un culte ou un acte de sorcellerie, étant donné le gros pentagramme qui se trouve au sol, ainsi que la découpe dans sa gorge pour bien s'assurer qu'il soit mort. La scène est très perturbante parce que ça a l'air d'être réel, en plus de toutes les traces de sang qu'il y a sur la scène de crimes qui peuvent choquer beaucoup de personnes. La suite de la vidéo est juste une longue attente des 3 hommes pour obtenir un résultat quelconque, on ne sait pas vraiment quoi, mais ils attendent là, les bras croisés, la tête dans les genoux, pendant plus de 14 heures. Après quoi, le Maccabée au centre du cercle finira par se lever, titubé, comme s'il était possédé par un esprit. Puis apposera sa main sur le front d'un des 3 hommes avant de retourner à la mort. La suite de la vidéo n'est ni plus ni moins que le déplacement et l'embaumage du corps de la personne sacrifiée, ainsi que l'arrêt de l'enregistrement. Mais alors, qu'est-ce que c'était ? Est-ce que c'était une vidéo issue du dark web où on a vraiment assisté à un meurtre? Est-ce que c'était véritablement un acte de sorcellerie ou un cas de possession par le diable? Et ben en fait, quand j'ai découvert la vidéo, j'en savais rien, et en fait, personne n'en savait rien non plus. À chaque fois, les autres vidéos des compilations étaient débunkées rapidement avec une facilité déconcertante, mais celle-là laissait les gens sans voix, sans pouvoir comprendre ce qu'ils venaient vraiment de regarder. Sans compter que les images ont l'air vieilles et qu'à chaque fois la vidéo est décrite comme provenant du Deep Web, donc forcément, ça incite un peu à laisser une part de croyance que cette vidéo est bien réelle. Mais je vais vous le dire franchement, j'ai eu des doutes au début, mais ensuite j'ai tout de suite pensé que ça provenait d'un film d'horreur à partir du moment où le Maccabée est revenu à la vie d'un seul coup. Je suis plutôt cartésien, même si j'aime les histoires de fantômes, donc faut pas trop pousser non plus, surtout que l'extrait original possède une voix off expliquant ce qu'il se passe dans la scène, et même si j'ai pu retrouver que la voix off espagnole, ça montre déjà qu'il y en a une. Alors ni une ni deux, j'ai tapé film d'horreur avec sacrifice rituel, et ensuite j'ai scrollé le long de tous les films existants, jusqu'à tomber sur le film The Black Door, produit en 2001 par le réalisateur Kit Wong en Espagne. Sur le site IMDb, l'affiche du film c'est ça. Mais moi j'étais tombé sur la bannière du site Mubi qui a justement une des images de la fameuse vidéo du dit Deep Web. Alors pour le coup, il n'y avait plus vraiment de doute. Effectivement, le film parle d'un groupe de personnes qui font partie ou sont victimes d'une secte satanique appelée The Black Door, comme le nom du film, et sont obligés de faire des choses atroces pour s'en sortir. Et honnêtement, à première vue, le film semble d'être une dope sans nom. D'ailleurs, le site IMDb lui a tout juste donné la moyenne. Donc, c'est dire. Et si vous voulez d'autres histoires de culte ou de rituels sataniques, il y a le youtubeur Joe Urbex qui est tombé sur un temple mystérieux maçonnique dans lequel il y a retrouvé beaucoup d'ossements, des couteaux et des écrits qui indiquent que des rituels de culte ont eu lieu dans ce temple franc-maçon. Il y avait même une vieille salle de classe d'un orphelinat franc-maçonnique. Orphelinat maçonnique. Rapport moral. Et là, t'as, à la gloire du grand architecte de l'univers, Grande Loge de France.
franc-maçon, ancien et accepté, liberté, égalité, fraternité. Une affaire inattendue qui a été grandement relayée dans la presse puisque la police a été appelée par le youtubeur pour éviter que les ossements soient volés. Dans le même registre, la youtubeuse Liv a réalisé plusieurs vidéos pour revenir sur des potentiels rituels sataniques, voire pédosataniques sous la Défense à Paris. Pour le coup, elle est aussi allée sur les lieux pour s'assurer des rumeurs et a pu revenir sur cette expérience en vidéo. Cela dit, l'affaire a aussi fait couler beaucoup d'encre puisqu'elle a parlé notamment d'affaires pédocriminelles impliquant des élites français en faisant le parallèle avec Epstein aux États-Unis. En tout cas, le journal de la Défense a pris cette suite de vidéos avec énormément de médisance et ça m'a fait beaucoup rire en lisant. Sinon, je n'ai pas d'autre chose à dire sur cette dernière vidéo à part qu'il faut arrêter de dire que quelque chose vient du deep web juste parce qu'on ne la comprend pas. C'est un peu usant à force. Voilà. Pour conclure tout ça, j'espère que ma manière de vous présenter ces vidéos vous a plu, même si elles n'ont pas la même consistance entre elles. De la même manière, j'avais déjà réalisé une vidéo de ce type au tout début de ma chaîne en parlant des vidéos curse de mon enfance, mais cette fois-ci, j'ai essayé de mettre un enclin sur le débunkage quand c'était possible pour ne pas simplement vous faire une compilation de trucs flippants sans valeur ajoutée, comme n'importe quelle scary compilation qu'on peut voir sur YouTube. En tout cas, pour moi, c'était très plaisant à réaliser puisque ça fait un peu comme un classeur dans lequel je range toutes les vidéos qui m'ont marqué et qui, je l'espère, vous aura un minimum marqué aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vais pas vous retenir plus que ça. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs, portez-vous bien et faites attention sur internet.